Retrouvez votre émission Gabon Environnement tous les lundis dès 10h05, rediffusée à 20h. Gabon Environnement, une émission qui traite des questions environnementales avec Arnaud Ondo Ngozogo et Lise Obon Angoro. Nous suivre sur les ondes 88.7 et 96.5 et sur le bouquet canal 447. L'environnement, notre priorité sur Radio Gabon, la référence. Auditeurs de Radio Gabon, bonjour ou bonsoir, quelles que soient vos heures d'écoute, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission Gabon Environnement. Je suis Lise Obon Angoro, Arnaud Ondo Ngozogo à mes côtés pour la présentation. Bonjour Arnaud. Bonjour Lise, bonjour à toutes et à tous. Avec nous, monsieur Cédric Pambo Mapika, ingénieur agronome, ravi de vous recevoir dans les locaux de Radio Gabon, la référence. Bonjour. Bonjour madame, bonjour chers auditeurs. Arnaud, quelles seront les différentes thématiques abordées aujourd'hui? Alors on a un thème central, il est consacré aux forêts gabonaises, source de richesse et d'emploi pour nos jeunes. D'accord, je me tourne vers monsieur Cédric. Comment pouvez-vous définir l'agronome? Et quelle différence faites-vous entre l'agronome et un agriculteur? Déjà, merci encore pour cette question parce qu'elle est très claire. L'agronome est au service de l'agriculteur, il faut le noter. L'agronome, il est comme le médecin et l'agriculteur est le patient. Donc, sans patient, le médecin n'est pas utile. Donc, nous sommes au service des agriculteurs qui donnent le top, qui expriment leurs besoins et nous leur apportons des solutions. Vous pouvez considérer comme agriculteurs des éleveurs et les producteurs de produits végétaux, donc les maraîchers, tout ce qui font vivrier. Donc nous sommes à leur service. Nous sommes là pour eux, nous les écoutons, nous veillons à les enrichir parce que c'est ça l'objectif. Nous devons veiller à augmenter leur chiffre d'affaires. Voilà. Et leur production aussi. Ça va, les deux vont de pair. Si vous augmentez les chiffres d'affaires, vous augmentez la production et vous réduisez les charges. Vous améliorez la productivité. Et donc, sans agronome, l'agriculteur ne peut pas s'en sortir dans son activité? Il y a des agriculteurs qui deviennent même plus forts que des agronomes dans des spécialités, comme l'élevage. D'accord. Quand vous avez plus de 15 ans dans la production de poulet, mais l'étudiant agronome, il vient prendre des cours chez vous. Il va pas venir vous rénover tout de suite. Il vient prendre des informations chez vous. Quand vous avez plus de 20 ans dans la canne à sucre, l'agronome, quand il sort, il vient vous écouter. Il faut comprendre. C'est en écoutant que vos connaissances théoriques acquises à l'université vont peut-être déceler une insuffisance qui vont permettre aux producteurs d'augmenter ses capacités, ses productions. D'accord. On va, pour mettre les pieds à l'étrier, à s'attaquer au premier point de cette émission, à savoir la présentation des atouts de forêt pour l'agriculture. Notre pays dispose certainement d'énormes atouts. Quels sont-ils aujourd'hui? Déjà, il faut noter que la forêt nous offre une formidable opportunité, c'est la fertilité des sols. D'accord. Grâce à la forêt, vous avez des sols extrêmement fertiles. Comparé avec des sols comme nos pays, nos frères d'Afrique de l'Ouest, vous voyez que c'est pas la même en matière de richesse du sol, en matière de texture et de structure. La forêt joue un très grand rôle dans la fertilité des sols. Ça, c'est un. Deux, la forêt aujourd'hui, il faut le savoir, c'est la production d'oxygène, utile à la photosynthèse. Ou plutôt, vous comprenez, c'est grâce à la forêt que nous avons cela. Nous avons l'oxygène. Ensuite, deuxièmement, ces populations, ces agriculteurs qui vivent dans les forêts, mais c'est grâce à la forêt qu'ils arrivent à se soigner. N'oubliez pas que c'est quand même 80% des médicaments aujourd'hui sont d'origine forestière. Donc il faut voir tout ça. C'est des notions très importantes. Comment, parlant de la fertilité du sol, comment ça se fait? Comment la forêt arrive à rendre fertile nos sols? C'est des processus biophysiques, chimiques. Très simple à illustrer. Vous avez des feuilles qui tombent sur le sol. Quand ces feuilles tombent sur le sol, avec les pluies, avec les animaux et les insectes du sol, comme les lombriques, vous avez la création de l'humus. Et c'est cet humus-là qui va favoriser la protection des sols, qui va enrichir les sols. Donc vous, quand vous venez abattre, vous venez cultiver, en fait, vous bénéficiez
de cette richesse naturelle que le sol a déjà en elle-même produit. Et c'est ce que nous devons maintenant récréer, que nous devons maintenir avec nos connaissances scientifiques acquises à l'université. Et donc, parfois, on observe que lorsqu'on veut cultiver, on aménage l'espace. Parfois, on débarrasse cet espace des feuilles, on nettoie le sol. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? D'autant plus que vous le disiez, les feuilles sont aussi un moyen de fertilisation du sol. C'est justement la grosse difficulté, c'est que nos paysans ne sont pas suffisamment formés. Ils ne sont pas suffisamment éduqués. C'est le gros problème que nous avons. Les agronomes sont comme dans un vase clos, assis sur leur montagne, et les paysans se débattent un peu tout seuls. Il faut aller vers eux, leur faire comprendre qu'il y a des pratiques qu'ils doivent abandonner. Par exemple, brûler. Aujourd'hui, brûler est fortement déconseillé. Parce que, comme vous l'avez signalé, brûler débarrasse le sol de cette richesse qu'elle a déjà. Le feu détruit les insectes qui sont utiles à la production d'humus. Donc, vous vous retrouvez avec un sol dans les 10 ou 5 ans qui vont devenir pauvres. Et ça va augmenter le temps de jachère. Or, aujourd'hui, il nous faut améliorer nos pratiques. Vous ne pouvez plus, si le gouvernement vous attribue 5 hectares, vous ne pourrez plus aller chercher 5 hectares ailleurs. Vous devez utiliser cela de façon durable. Donc, vous devez utiliser toutes les techniques modernes pour nourrir les masses. Parce que c'est l'objectif aujourd'hui que le gouvernement vise. Il faut changer les habitudes. Il faut changer les pratiques. Il faut révolutionner notre manière de faire. Il faut nourrir les masses. Et justement, pour nourrir les masses, l'habitude s'est installée. Et quand on observe nos paysans qui sont dans l'arrière-pays, la pratique consiste à brûler, se disant que c'est par ce moyen qu'ils arrivent à enrichir le sol. Est-ce que c'est une fausse idée? Ces personnes ont eu des connaissances empiriques. Elles ont nourri leurs enfants comme ça. Leurs grands-parents les ont nourris comme ça. Vous n'allez pas venir du jour au lendemain changer leurs habitudes. C'est une éducation. C'est une formation. On appelle cela la vulgarisation agricole. Il faut démontrer aux paysans que, bon, écoutez, vous avez brûlé, moi je n'ai pas brûlé, voilà mes résultats. On arrive à le faire en Afrique de l'Ouest, il faut qu'on arrive à le faire au Gabon, en Afrique centrale. Au Cameroun, ils sont arrivés à le faire. Maintenant, au Gabon, il faut que nous arrivions à le faire, il faut que nous arrivions à leur faire comprendre cela. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des gens sur le terrain. Il faut des champs paysans, il faut leur montrer la différence. Il faut par exemple des champs témoins où on a brûlé et puis on compare un peu la production. Oui. Et c'est en cours. Est-ce que là, c'est pas du rôle de l'agronome que vous êtes de sensibiliser aussi les paysans? C'est le rôle de l'agronome. C'est son rôle, c'est sa vocation. Transformer les pratiques. Est-ce que vous le faites suffisamment pour le monde paysan? Mais voilà déjà une opportunité que vous nous offrez. Nous sommes sur la radio nationale. Imaginez le nombre de personnes qui nous écoutent. C'est justement ça, les acteurs du monde agricole dont on a besoin. C'est vous, avec ce que vous faites, vous nous donnez une visibilité. Aujourd'hui, les gens vont comprendre qu'il y a des choses qui doivent changer. Et ça, quand on leur parle, ils écoutent. C'est des personnes très instruites. Elles écoutent, elles vont changer. Maintenant, il faut un accompagnement, parce que vous avez parlé de théorie, maintenant il faut pratiquer. Ouais. Il faut pratiquer. Et cela, il faut qu'il y ait des hommes pour leur montrer la route. Les atouts, on a parlé de la fertilité. Le sol gabonais, il est fertile à quelle échelle? Est-ce que, quelle que soit la province, quel que soit l'endroit où on décide de cultiver, on a toujours un sol fertile? De façon générale, les sols ont une richesse naturelle. Cette richesse peut varier selon les régions. Vous avez par exemple des sols au niveau de Ndende et au niveau de Chimanga qui sont très riches en phosphore. Vous avez par exemple à Lekoni aussi, où j'ai remarqué des sols très riches en phosphore. Et qui sont adaptés à un type de culture? Oui, et c'est un instrument que nous souhaitons avoir, la carte des aptitudes culturelles des sols. C'est la carte des aptitudes culturelles des sols. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on sache quelle culture va avec tel type de région. Oui. Lorsque vous arrivez par exemple à Lekoni, vous êtes subjugué à la production d'igname et de manioc. Ils ne font que de l'igname et du manioc. Quand vous arrivez au Konja, vous êtes surpris par les plantations de bananes. Vous avez des régimes de 30 kilos. C'est impressionnant. Quand vous arrivez à Mouila, quand vous dites Mouila, on passe tout de suite au Timba. Donc, c'est ces cartes-là que nous avons besoin. Nous demandons aux autorités de nous les fournir. Peut-être qu'avec le recensement agricole, en cours, on aura peut-être une idée de cette cartographie. Le recensement, voilà une très bonne chose que vraiment je félicite de tout mon être. C'est qu'aujourd'hui, nous allons avoir, avec le recensement agricole surtout, nous allons avoir l'agenda des producteurs. Nous allons avoir un recensement des producteurs. Si vous allez à une élection, il faut qu'on connaisse le nombre d'électeurs. Oui. Bon, vous ne pouvez pas dire qu'on va lancer l'agriculture sans connaître le nombre de populations agricoles.
je ne vous parle pas des fonctionnaires ou des agents privés qui, de temps en temps, le dimanche, vont faire une activité champêtre. Je vous parle des gens dédiés à l'agriculture, des gens qui ne vivent que de cela. C'est grâce au recensement que nous allons avoir cette base-là qui va permettre véritablement le déploiement, le décollage. Et là, je félicite vraiment le ministère de l'Agriculture pour cette initiative. À savoir que là, il faut dire que l'exigence, le besoin en produits agricoles va avec également la nécessité de protéger l'environnement. Comment arrive-t-on à concilier les deux exigences? D'une part, produire les biens agricoles et puis protéger l'environnement. S'il faut insister sur le niveau de la forêt, protéger la forêt, le ministère de l'Agriculture a besoin d'un soutien. C'est celui du ministère de la cohésion des territoires et de la décentralisation. Il faut que le schéma national d'aménagement du territoire soit opérationnel. Il existe pourtant. Il doit être opérationnel. Ensuite, il faut que le plan national d'affectation des terres soit mis à la disposition. Le document aussi existe. Ensuite, c'est ce plan national d'affectation des terres qui va dire au ministère de l'Agriculture, voilà les terres agricoles que nous vous consacrons. C'est là où vous devez vous déployer et c'est là que vous devez mettre votre zone à haute production. Vous avez vu, il n'y a pas très longtemps, c'est le ministre de la Forêt, Dr. Lee White, qui a reçu le ministre de l'Agriculture pour lui accorder un certain nombre de terres. Or, avec le plan national d'affectation des terres, le ministre de l'Agriculture n'a plus besoin d'aller voir le ministre de la Forêt. Il a un patrimoine foncier à sa disposition pour déployer la politique nationale en matière agricole. Donc, c'est vraiment l'instrument qui nous manque aujourd'hui. Mais on a vu, il y a un document, le plan d'affectation des terres qui existe. Je ne l'ai pas parcouru, mais je crois l'avoir vu. Et qui consacre des espaces dédiés à telle ou telle activité sur le territoire national. Je crois que, si je me rappelle bien, c'est une ébauche qui a été présentée. Il est encore au niveau de l'Assemblée nationale pour adoption. Oui. Et donc, c'est plutôt ça. Au-delà donc de ce document, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens qui permettent aujourd'hui de concilier l'agriculture et la protection de la forêt? C'est comme je vous dis, la loi fixe, la loi réglemente. Vous ne pouvez pas prendre un périmètre de 15 hectares, de 30 hectares, de 200 hectares sans vous référer à la loi. Il faut comprendre les exigences de l'heure. L'exigence de l'heure, c'est nourrir les masses. C'est répondre aux besoins des centres urbains, que sont Libreville, Port-Gentil, en matière de fourniture alimentaire. Mais surtout aussi, c'est répondre à la demande internationale pour gagner des devises. Et là, il faut organiser les choses, il faut ordonner les choses. Et ces instruments sont nécessaires. Sinon, on va toujours se retrouver à de la débrouillardise. On va prendre 1 hectare ici, on va prendre 2 hectares ici. Et l'avantage avec le plan national d'affectation des terres, c'est que vous pouvez immobiliser un foncier. Aujourd'hui, quand vous avez un foncier sécurisé et aménagé, mais les banques peuvent vous accompagner parce qu'elles savent qu'elles ont une garantie foncière. Elles peuvent vous accorder un prêt sur hypothèque. Le gouvernement a des problèmes aujourd'hui de financement de l'agriculture. Mais voilà une opportunité pour permettre aux agriculteurs de gagner de l'argent et d'investir. C'est ce que le Cameroun a fait. C'est ce que le Sénégal fait. On a vu avec le projet Graines des terres qui ont été cédées aux coopératives et autres pour cultiver certains produits agricoles sur le territoire national, dans certaines provinces. Oui, c'était une très bonne chose. Maintenant qu'il faut continuer, et nous félicitons d'ailleurs même cette initiative. C'était une très bonne initiative, oui. Mais est-ce que ces terres-là sont aujourd'hui valorisées suffisamment? Le bilan de Graines a été clair. Il y a eu pas mal d'insuffisances, mais aujourd'hui, avec la nouvelle direction générale, les choses sont en train de changer positivement. Ces terres sont en train d'être valorisées. Je crois que nous allons y arriver au niveau des questions suivantes. Par exemple, au niveau des obstacles. Mais justement, l'un des obstacles ici, c'est l'absence de semences améliorées aux producteurs. Vous avez par exemple une variété de manioc au Cameroun qui vous fait 30 tonnes par plant. Et chez nous, ça fait à peu près combien? Il faut que les services de la recherche mettent à la disposition des producteurs des semences améliorées, c'est-à-dire résistantes aux maladies, 2, à haut rendement. Est-ce qu'on a des laboratoires qui permettent de telles projections? Même si on a des laboratoires, est-ce qu'ils sont fonctionnels? Est-ce qu'ils sont opérationnels? Vous comprenez? Je suis producteur. Je vous dis ce qui se passe et ce qui devrait se passer. Nous avons des laboratoires. Aujourd'hui, je suis ingénieur agronome, je suis formé. Bon, vous qui êtes également responsable d'une coopérative, quelles sont aujourd'hui vos techniques agricoles que vous utilisez au quotidien? Déjà, au départ, il vous faut déjà avoir de la semence améliorée et performante. C'est la première des choses que vous devez avoir. Qui vous fournit ces semences? C'est des missions régaliennes de l'État. L'État doit nourrir ses populations. Vous allez aux États-Unis, vous allez en France, partout, au Mexique, au Paraguay. Donc l'État doit mettre des semences à la disposition des agriculteurs.
via ces services décentralisés, à savoir le ministère de la Recherche, à savoir l'IRAF, à savoir le ministère de l'Agriculture, à savoir les producteurs, de semences. C'est l'État qui organise cela. Vous, comment vous faites? Au niveau de la production de semences, vous avez deux sources. Vous avez la source nationale pour les cultures prioritaires, comme par exemple le manioc, la banane, les cultures de tubercules, l'igname, le manioc, taro et autres. Et vous avez des services privés, par exemple comme la Gabonaise de chimie. Moi, ayant vu tout ça, j'ai préféré m'orienter vers la culture maraîchère. Là-bas, j'ai moins de difficultés en termes de semences. Vous trouvez les semences sur le marché local? Les semences sont importées via la Belgique, via la Hollande, via la France. Et là, à travers la Gabonaise de la chimie. Vous pouvez vous-même acheter aussi, le secteur privé, vous pouvez acheter des semences. Il suffit juste de respecter les règles d'introduction du matériel végétal au Gabon via la Gaza. Et vous pouvez introduire vos semences. Dans cette activité-là, c'est également un puits ou un atout pour la main-d'œuvre, parce qu'aujourd'hui, avec la crise sanitaire qui sévit, beaucoup vont perdre leurs emplois. Le secteur agricole, en termes d'opportunités d'emploi, comment vous le trouvez? Vous avez mis les pieds dans le pot. Aujourd'hui, quel est le problème de Libreville? Libreville est en sureffectif. Vous avez plus de 300 000 populations oisives. Vous avez nos frères qui quittent les villages. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'activité. Parce qu'ils ne sont pas valorisés. Ils viennent en ville. Ouais, à la recherche des meilleures conditions de vie. D'une meilleure condition de vie. Mais ces personnes-là, c'est des personnes que nous devons utiliser. Les sédentariser. En retournant, par exemple, dans l'agriculture. Et là, par rapport aux obstacles, vous avez l'absence d'une chambre agricole, par exemple. Le Gabon n'a pas de chambre agricole, ou du moins la chambre agricole est greffée dans la chambre de commerce et d'agriculture. Donc l'idéal pour nous les producteurs agricoles, c'est d'extraire la chambre agricole pour qu'elle soit une chambre autonome. Comme en France, comme au Cameroun. Qui ne dépend plus de la chambre de commerce. Voilà. Et cette chambre agricole-là, par exemple, va nous permettre d'institutionnaliser, de recenser nos producteurs. Aujourd'hui, par exemple, moi, je suis une coopérative. Si je dois commercer avec des entreprises comme Segagadis ou Prix Import, on va me demander le numéro statistique. Mais pour avoir le numéro statistique, il faut aller à l'ANPI. À l'ANPI, on va vous dire passer par les impôts. Il faut mettre les timbres sur les statuts et règlements intérieurs. Il faut 5 copies ou 6 copies. Vous allez revenir, on va vous parler de l'OGAPI. On va vous parler d'un certain nombre de taxes. On va vous parler vous allez dépenser au minimum dans les 300 000, 400 000 francs CFA. Quel producteur va se permettre cela alors qu'il n'a encore rien produit? Alors qu'avec la chambre agricole, il y a des possibilités de réduire les coûts. Et c'est même un gain pour le ministère de l'Agriculture s'il met en place la chambre agricole. Parce que les producteurs ne vont plus aller s'immatriculer à l'ANPI, mais à la chambre agricole. Est-ce que vous voyez? Et aujourd'hui, par exemple, le statut de travailleur indépendant, c'est un statut qui colle aux paysans. Dites-moi, quand vous êtes paysan, vous êtes immatriculé comment à la CNAMGES? Économiquement faible. Est-ce que vous pensez qu'un paysan doit être économiquement faible? Est-ce que vous vous rendez compte? Quelqu'un qui nourrit, quelqu'un qui gagne de l'argent est immatriculé comme économiquement faible. Et nous savons tous que nous sommes dans un pays où il faut être valeureux. C'est comme ça que vous voyez. Et c'est ce qui explique l'exode rural en réalité. Vous pouvez évaluer les revenus d'un paysan à combien par mois? Avec tous les différents obstacles qu'il rencontre aussi. Quels sont les obstacles? Et faites un chiffre d'affaires. C'est-à-dire que vous prenez 1000 mètres carrés de piment planté à partir de mai. Dès que vous démarrez votre pépinière entre avril et mai. Elle arrive en production entre mai et juin. C'est la période de pic pour la vente des produits maraîchers. Parce que là, vous avez toutes les populations qui sont assises à la maison. Vous avez des mamans et des papas qui font des efforts financiers pour satisfaire ces personnes-là. Donc, vous avez une augmentation des prix des denrées alimentaires. Le piment passe de 1000 francs, 1500 le kilo à 3000, 4000 francs le kilo. À Libreville. À Port-Gentil, ça explose. Vous, ça ne vous dit rien parce que vous prenez 2 ou 3 piments. Mais quand 5, 6 personnes prennent 2, 3 piments, imaginez le kilo. Vous prenez 3 piments à 1000 francs, ça ne vous dit rien. À 500, vous venez vous donner à madame, tenez, bon chérie, moi je vais manger du piment. Vous lui donnez 1000 francs par jour, elle va prendre du piment pour 500. Les prix explosent aussi parce que la demande, l'offre est... On revient sur ce que gagne revenons sur ce que gagne le paysan. Oui. Donc vous voyez quelqu'un comme ça. Voilà nos frères ouest-africains. Voilà, et c'est ce qui est magnifique avec leur stratégie. C'est que, vous le payez pour garder votre terrain, vous le logez, et après, il exploite la terre. Donc, il a un bénéfice à 300%. Mais ces revenus ne sont pas déclarés. Mais c'est juste, est-ce que vous avez une chambre agricole pour lui permettre de se déclarer aussi? Quand il arrive à l'ANPI, il va se déclarer comment? Quel est son statut? Voilà pourquoi le gouvernement de la République, via le ministère de l'Agriculture, a mis en place le statut de l'exploitant agricole. C'est pour pouvoir permettre à toutes ces personnes-là de se faire
pouvoir de se faire recenser et d'apporter leur contribution à l'impôt. Donc, quand on revient à cela, vous voyez que quand vous allez au Western Union, quand vous allez au Airtel Money, quand vous allez dans toutes ces agences de structures bancaires, mais qui envoie l'argent? Ils envoient cet argent grâce à qui? Mais c'est grâce à la production maraîchère. Mais où sont les Gabonais? Nous avons justement l'image du Gabonais, du paysan économiquement faible. On voit la pénibilité, on voit l'absence de reconnaissance. Or, si vous accordez à ces personnes-là un statut via la chambre agricole, vous leur dites, vous avez une importance capitale, vous devez nourrir le Gabon. Ils peuvent cotiser, ils changent de statut à la CNAMGES, ils sont anoblis. Mais vous allez transformer le pays. Et c'est l'objectif aujourd'hui de la chambre agricole. Mais est-ce que vous faites du lobbying pour obtenir une chambre agricole autonome et indépendante? Mais nous sommes aujourd'hui, grâce à vous, en train de porter voix. En dehors de ce cadre-là, est-ce que vous avez fait des propositions dans ce sens au gouvernement et peut-être au ministre pour qu'ils rendent la chambre agricole autonome? Vous savez ce qui est formidable, et ça je vais vous le dire, c'est que le ministre de l'Agriculture, via la Direction Générale du Développement Rural, a demandé aux coopératives de venir apporter les procès-verbaux et les comptes rendus annuels de leur Assemblée Générale en vue de la constitution de la Chambre agricole. Ça fait 3 mois aujourd'hui. Allez-y demander à la Direction Générale le nombre de coopératives qui sont venues se présenter, apporter leur rapport. C'est-à-dire que nous voulons bien critiquer le gouvernement, mais à un moment donné, nous-mêmes les agriculteurs, est-ce qu'on sait ce que signifie agriculteur? Est-ce que nous avons conscience des défis et des challenges? Les torts sont donc partagés. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi aujourd'hui je félicite votre émission qui jette un pavé dans la mare. On est toujours en train de critiquer l'administration, de critiquer le ministre, de critiquer la direction générale. Mais nous-mêmes, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez des coopératives qu'on crée juste parce qu'on veut attendre un financement. C'est problématique. Vous avez une coopérative qui se crée parce que, j'ai un terrain à protéger. C'est ce que nous voyons au Gabon. C'est pas faux. J'ai un terrain à protéger en attendant de construire, je vais d'abord mettre du piment dessus. Mais c'est pas un agriculteur, je suis désolé. C'est des gens qui font des immobilisations foncières. À la limite même, je suis peut-être dur, mais les impôts doivent se saisir de ces personnes-là parce qu'ils vont capter un financement qui devait revenir à d'autres personnes qui en ont vraiment besoin, notamment les populations rurales. Et c'est là le challenge aujourd'hui. Alors, on était déjà dans les obstacles du développement de l'agriculture. Au Gabon, vous avez commencé à énumérer quelques-uns. En matière d'obstacles aussi, on constate aussi l'absence des voies de communication pour les paysans d'écouler leurs produits. C'est justement, en fait, là, vous avez un problème que le ministre de l'Agriculture a réglé aujourd'hui. La nouvelle orientation de la production nationale doit se faire sur les voies existantes. Vous avez la voie ferroviaire qui n'est pas utilisée. C'est une voie aujourd'hui qui peut permettre l'écoulement des produits. Mais est-ce que c'est en phase? On revient un peu à ce qu'on... Je termine. Oui, vous avez les voies ferroviaires. Oui. Vous avez les voies fluviales qui ne sont pas utilisées. Vous avez des barges qui peuvent être utilisées. Vous avez les voies aériennes. Parce que si vous oubliez, le Gabon est un pays producteur pendant les colonies. Les colonisateurs français utilisaient pour sortir le café de Malinga les avions. Vous voyez? Le problème, c'est le modèle économique que vous ajoutez. Il faut équilibrer production, chiffre d'affaires et charges. Si vous produisez et vous gagnez de l'argent, si les charges s'équilibrent, et si les charges sont même plus faibles, vous gagnez de l'argent. Mais le problème, il est là. Quel modèle économique nous avons? Vous avez des gens qui produisent pour nourrir, pour manger. C'est bien. Mais aujourd'hui, il faut produire pour nourrir les villes. Regardez tous les camions qui reviennent du Cameroun, malgré les tracasseries, malgré l'état de la route. Et du Congo aussi. Vous voyez, malgré l'état de la route. Mais comment eux, ils font? C'est parce que derrière, il y a un modèle économique. Donc, le gouvernement dit aujourd'hui, oui, c'est vrai, la route était un problème. C'est vrai, la route était un problème. Mais aussi, regardons un peu les voies ferroviaires. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aujourd'hui de voir, et c'est là que je félicite, j'ai vu hier sur Internet, que CETRAG était en train de voir, avec des partenaires, comment faciliter l'écoulement des produits. C'est le challenge de la Chambre agricole. Et vous avez besoin de la Chambre agricole pour venir parler à CETRAG pour dire, nous sommes les producteurs nationaux. On ne peut pas payer le kilométrage que vous avez là. Dites-nous un kilométrage qu'on puisse payer pour qu'on puisse écouler nos produits, pour qu'on puisse ramener les produits de Franceville vers Libreville à moindre coût. Et c'est le challenge de la Chambre agricole. Mais maintenant, par rapport aux routes, moi, je suis un nostalgique de mon village. Très bien. Je veux que mon village vive et je veux mettre une plantation là-bas. Sauf qu'il y a un problème de route. Vous le savez, vous l'avez su. En venant mettre la plantation, vous saviez que en saison de pluie, il devait avoir un problème. Oui. Allez-y chercher un camion à Chény qui va traverser les bourbiers. Et tenez-vous bien, le gouvernement de la République accorde une exonération douanière et impôts et des taxes aux coopératives agricoles pendant 3 ans.
C'est-à-dire que vous faites venir votre camion, votre avion au compte de la coopérative, vous ne payez pas l'impôt, vous ne payez pas la douane. Gratuit. Et ça se vérifie dans les faits? Mais c'est le gouvernement de la République qui a pris cela. Vous n'êtes censé ignorer la loi. Oui, mais après dans la pratique, il y a souvent des dérapages. Ma coopérative a bénéficié de cela. Coopérative Club Gabon Vert a fait venir du matériel agricole, on n'a pas payé la douane et les impôts grâce à l'immatriculation, grâce au numéro statistique. Parce que quand vous arrivez à la douane, on vous dit votre numéro statistique, on voit statut de coopérative agricole exonéré. Vous faites venir tout ce que vous voulez. Donc, votre camion, votre canter, quand vous êtes coopérative agricole, vous êtes exonéré. C'est le gouvernement qui l'a dit. C'est dans la loi de finances. Bon, et maintenant, si vous n'êtes pas en capacité ou vous n'êtes pas constitué en coopérative agricole, le statut est différent. Mais vous êtes un individu comme moi. Je veux faire une plantation dans mon village. Lorsque la période de moisson arrive, je récolte, mais je suis confronté à la difficulté de la route, de la voie de communication qui n'est pas très praticable en toute saison. Je fais venir mon camion. Lorsqu'il faut que je revienne sur Libreville, la douane, en tout cas toutes les administrations, vont me taxer. Monsieur, il faut comprendre que, et c'est là la difficulté dans notre pays, vous n'avez pas des guerriers, vous avez des bagarreurs. Il faut transformer les mentalités, il faut devenir des guerriers. Quand un guerrier va en guerre, il a sa stratégie de guerre. Il fait du renseignement. La première des choses qu'on apprend en militaire, c'est le renseignement. Savoir le nombre de cartouches, de munitions, le nombre d'armes que l'adversaire a en face de vous. Vous devez maîtriser. Le nombre d'effectifs, vous devez l'avoir. Vous ne pouvez pas démarrer une campagne agricole. Vous n'avez pas fait le point. Pour faire le point, vous avez besoin de combien de machettes? Quelle est d'abord la superficie que vous allez nettoyer? Vous allez abattre. Il vous faut une scie ou une machette ou une tronçonneuse ou une hache surtout, du moins. Mais alors, vous allez vous lancer dans ce genre de challenge. Vous n'avez pas étudié tous les contours. Vous avez oublié les aspects de commercialisation parce qu'en réalité, on confond agriculture et business agricole. Oui, dites-nous. L'agriculture, comme vous le preniez là, et il n'existe plus. C'est le business agricole ou l'agro-business. Dans l'agro-business, vous avez les finances au départ. Pour pouvoir vous rendre dans votre village, vous devez prendre une voiture. Vous devez acheter du carburant. Vous devez manger. Vous devez évaluer tous ces coûts-là. Vous devez prendre un ingénieur agronome. Vous devez suivre une formation pour la production d'itinéraires techniques. Je vais débousser, je vais abattre, je vais tronçonner, je vais endainer. Les mauvaises pratiques, il faut le dire, brûler. Oui. C'est vraiment ce que je déconseille. Ne brûlez pas, tronçonner, endainer. D'accord? Après, dans le cas de la banane, vous allez trouer, faire la trouaison. Oui. Et parallèlement, vous avez déjà identifié les lieux où vous allez récupérer les rejets. Après là, vous plantez. Si possible, vous fertilisez. Tout ça se passe entre mai et octobre. Donc, le calendrier est connu. Et mieux même, dans le cas, par exemple, des obstacles. Vous avez produit, mais vous avez un problème d'entreposage et de stockage qui est un problème majeur. Aujourd'hui, Sotrader, qui est un fruit du partenariat public-privé, État gabonais, OLAM, notamment via le ministère de l'Agriculture qui assure la tutelle technique. Mais c'est un succès à la Remboué, Sotrader. Sotrader accompagne les populations de la Remboué, agrandit les superficies, achète la production et vient revendre. Oui, on sait aussi qu'à la Remboué, les quantités produites sont quand même assez conséquentes. Elles deviennent de plus en plus conséquentes avec Sotrader. Les populations sont en train d'agrandir leur superficie. Parce que le problème de l'entreposage est réglé. Mais quand vous faites la route... Ils ont un entrepôt chez eux Sotrader va acheter. Sur place. Sotrader achète la production. Sotrader fait de l'achat bord champ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de vous fatiguer d'amener la banane à la route, comme à l'époque. Chercher un véhicule. Rechercher un véhicule. Et c'est tout ce qui déprécie la valeur de la production. Sotrader règle ce problème-là aujourd'hui. Et nous invitons d'ailleurs le gouvernement à encourager ce genre d'entreprise à se démultiplier à l'intérieur du pays. Mais est-ce que l'exemple de la Remboué peut faire école ailleurs à travers le territoire national? Mais c'est un succès. Appelez les agents de Sotrader pour venir parler de ce qui est fait. L'avantage avec cette structure, c'est qu'ils ne communiquent pas beaucoup, mais ils travaillent beaucoup. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est un succès. Aujourd'hui, beaucoup de bananes qui est produite au PK, qu'on vend au PK8, qu'on vend au marché grain. Mais c'est une banane locale produite par les Gabonais. Parce qu'on a réglé le problème de l'entreposage et du stockage, de la valorisation. Sotrader augmente la valeur commerciale des produits des producteurs. De plus en plus, vous allez voir que sur la route, il y aura moins de bananes à accrocher. Parce qu'en réalité, vous produisez 5 hectares pour qui? Pour vos enfants. Ils ne viennent même pas, ils n'en ont pas besoin. Pourquoi vous allez continuer l'année prochaine à produire de la banane?
Alors qu'aujourd'hui, si Sotrader vous dit que moi, écoutez, si vous produisez 5 hectares, moi, je vais tout acheter. Mais vous allez faire que débourser. À l'instant T, Sotrader vient prendre. Et là, l'avantage encore, c'est que si vous avez une chambre agricole, c'est la chambre agricole qui va organiser les stocks. On dit, bon, écoutez, la banane qui vient de Cameroun, là, faut stopper. On a suffisamment de bananes locales qu'on peut écouler parce que ça ne sert à rien de faire entrer de la banane qui va venir nous concurrencer alors qu'on a suffisamment produit. Et l'autre avantage, c'est la mise en place de ports secs. Parce qu'aujourd'hui, à Bitam, vous aurez un port sec. Et là, nous félicitons le ministère de l'Agriculture pour cette initiative. Je salue là un coucou mon grand frère Hervé Voyageur. Mais c'est une réalité. Le port sec de Bitam règle le problème de la concurrence. Il va servir à quoi, ce port sec? Vous avez des camions du Cameroun qui partent pour venir vendre au marché banane. Mais quand ils viennent vendre au marché banane, qui achète au marché banane d'abord? Ce sont les commerçants camerounais qui ont fait venir ces camions. Des Mayam. Mais les Gabonais, dans ce cas-là, ils sont à quel niveau? Ils sont seulement acheteurs. Ils sont clients. Les commerçants souffrent. Maintenant, on dit non. Vos camions n'arrivent plus. Vos camions doivent rester là-bas au port sec. Ce sont les camions gabonais qui vont partir de Libreville pour aller acheter. Et là, vous avez des statistiques agricoles fiables. On sait combien de quantités de bananes on peut dire aux producteurs. On a des besoins de 300 000 tonnes de bananes par an. Il nous faut emblaver 4000 hectares. Ces 4000 hectares, nous les avons à Tchibanga. Nous les avons à Fougamou. Nous les avons à Okonja. Nous les avons dans le Walentem. Voilà comment s'organise la production nationale. Et le port sec règle ces problèmes-là. Donc vous voyez que là, nous sommes vraiment dans le business agricole. Vous avez des statistiques fiables. Vous pouvez dire, voilà ce qui va rentrer, voilà ce qui va rentrer. Regardez aujourd'hui le problème. Ils ont fermé la frontière. Nos frères ont fermé la frontière. Mais quand ils ferment la frontière, nous sommes dépendants d'eux. On a empathie. Et après, ils vont réouvrir la frontière, ils vont venir vendre chez nous comme ça. Vous aussi. Vous nous faites stresser. Vous oubliez que nous sommes une communauté. Vous fermez vos frontières. OK. Mais quand vous allez réouvrir, sachez que vous allez tout déposer au port sec. Et là, si vous avez votre canter, mais on vous loue. Vous allez chercher la banane. Et ça règle le problème des tracasseries routières. Parce que quand un Gabonais amène sa banane, il est Gabonais. Quand le gendarme l'embête, il va dire, écoutez, moi, je vais appeler mon grand frère qui est DG. Ah oui. Voilà. On l'excentre Gabonais. On l'excentre Gabonais. Il dépose la voiture, il part. Oui. D'accord. D'accord. Nous marquons une pause et nous nous retrouvons juste après la transition. Si vous venez de prendre l'écoute, sachez que vous êtes dans votre émission Gabon Environnement. Dans la première partie, nous avons parlé des présentations des atouts de nos forêts pour l'agriculture. Nous sommes toujours avec notre invité Cédric Pombo Mapika, ingénieur agronome. Arnaud Ondo, dans cette seconde partie, de quoi parlerons-nous? On parle des stratégies pour développer l'agriculture et puis l'impact des pesticides sur l'environnement. Monsieur Cédric. Ok. Très rapidement, les stratégies découlent des obstacles. Oui. 1. Vous devez mettre à disposition des producteurs des semences améliorées, c'est-à-dire résistantes aux maladies et à haut potentiel de rendement. 2. On doit fournir aux paysans, aux producteurs, des outils manuels, dans le cas de la production végétale, des outils manuels à haut rendement, à faible pénibilité, non motorisés. Vous ne devez plus travailler avec la houe. La houe harasse, la houe fatigue, la houe brise. Il y a des nouveaux outils qui ont été élaborés pour pouvoir faciliter le travail, tel que le sarclage, ces outils font du sarclage, parce que voilà les principales activités qui sont difficiles. Une fois que vous avez planté, il vous faut réduire l'incidence des mauvaises herbes. Il faut donc sarcler, il faut bigner. C'est deux activités. C'est pour ça qu'on utilise la houe. Aujourd'hui, les ingénieurs en Asie et même en Afrique ont du matériel qui est capable de faire toutes ces activités-là. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de vous courber. Debout, vous pouvez sarcler et biner. Malheureusement, nous n'avons pas les images photos. Je peux vous les faire parvenir. Ce sont ces outils-là adaptés aux travaux manuels non motorisés. Pourquoi? Si vous prenez par exemple une tarière mécanique pour faire les trous, mais quand un boulon va manquer, vous n'avez pas de service de maintenance. Vous êtes limité. Vous prenez un tracteur pour emblaver les forêts. S'il manque une pièce,
S'il manque une pièce au gyrobroyeur, vous allez trouver la pièce où? Il faut la commander en Chine ou au Vietnam. C'est compliqué. Donc, il faut revoir cela. Et nous parlons du paysan, c'est-à-dire des personnes qui ont pas beaucoup de moyens, que l'État peut accompagner. Nous avons la mise en place de base vie. Vous ne pouvez pas renvoyer ces 300 000 oisifs dans les centres ruraux sans les installer, eux et leurs familles. Il faut installer les paysans. Oui. Comment? Mais dans les zones, le gouvernement va mettre en place des zones à haut potentiel, par exemple. Mais ces zones à haut potentiel, là, les gens doivent y vivre. Les gens doivent pouvoir envoyer leurs enfants se scolariser. Il doit y avoir des entrepôts de stockage des denrées. Il doit y avoir des infrastructures de base. Vous prenez le cas, par exemple, de Comilog. Comilog, avant de pouvoir produire le manganèse, c'est d'abord la cité qu'il faut mettre en place pour la production. N'oubliez pas que nous sommes dans un modèle économique où la production, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, s'équilibre avec les charges. Mieux même, le chiffre d'affaires dépasse les charges. Vous êtes dans le gain. Donc, si vous avez gain de productivité, vous pouvez faire tout ce qu'il y a comme investissement parce que vous savez que vous allez pouvoir rentabiliser votre investissement. Est-ce que vous comprenez? Et là, c'est pourquoi nous parlons de gagner le challenge des devises. Aujourd'hui, vous avez Olam, qui est un succès national. Aujourd'hui, le Gabon vend l'huile de palme au Cameroun. Ça veut dire que le Gabon peut vendre de la banane, du chou, de l'igname, de l'arachide au Togo, en France. Mais il faut un modèle économique. Ensuite, on a réglé le problème de la chambre agricole, qui est aujourd'hui obligatoire à cause de ses avantages, notamment organiser le secteur, les acteurs de la filière. Dans les acteurs de la filière, n'oubliez pas, vous avez les banques, vous avez les producteurs, vous avez les commerçants, le système de distribution. Vous avez aussi les transformateurs. La chambre agricole règle ce problème-là parce qu'elle va organiser le secteur. Tous ces acteurs-là vont se retrouver dans la chambre agricole. Donc, la commerçante qui vend son piment peut se retrouver immatriculée à la chambre agricole comme professionnel de l'agriculture. Vous avez enfin régulé le commerce. L'import. Voilà, à travers les ports secs. Et le ministère de l'Agriculture est en avance. Il faut juguler les flux. Nous devons équilibrer la production nationale et les importations. Si nous produisons nous-mêmes notre propre riz, grâce au réaménagement des sites à Coq et de Tchibanga à Koukou à Esnel, mais on règle le problème des importations du riz. Et vous comprenez que si vous mettez par exemple à Esnel le champion national du riz au niveau de Tchibanga, des variétés de riz parfumées à haut rendement, mais pourquoi on va encore importer du riz chinois ou taïwanais? Et pour produire tout ça là, il faut quand même utiliser des produits tels que les pesticides qui ont, il faut le rappeler, un impact sur l'environnement. Oui, là, il faut signaler que, si vous parlez de pesticides, c'est un peu vague. Il faut parler de produits phytosanitaires de synthèse chimique et naturelle. Il y a ces deux choses différentes. Les pesticides, comme vous le dites, il faut surtout mettre l'accent sur les produits phytopharmaceutiques de synthèse chimique. C'est eux qui posent problème, à cause du problème de la persistance. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple un produit comme le DDT a réussi à tuer, à éradiquer les moustiques en Europe. Aujourd'hui, si on ne parle plus de moustiques en Europe, c'est grâce au DDT. Ils ont utilisé massivement le DDT. Sauf qu'aujourd'hui, on retrouve encore le DDT dans l'environnement. Parce que c'est un produit... Il ne disparaît pas facilement. Il est persistant. Voilà pourquoi on a interdit l'utilisation du DDT. Les organochlorés. Tout ce qui est organochlorés sont interdits. Mais les stocks sont tellement importants d'organochlorés, surtout dans l'ancienne Union soviétique, que ces produits-là se retrouvent dans les commerces. Mais il y a un produit qui fait aussi débat en Europe, le glyphosate, qui est un produit très utilisé hautement cancérigène dans l'agriculture. Hautement cancérigène. Vous aussi, vous le déconseillez aux paysans? C'est un produit hautement cancérigène. Mais allez-y pourquoi vous voulez, allez-y dans les surfaces commerciales, vous allez le voir. Le glyphosate. Oui. La matière active s'appelle le glyphosate. Il peut prendre un autre nom, mais il s'appelle matière active sur le glyphosate. Donc il faut proscrire le produit dans le domaine agricole. La législation en matière de réglementation des produits phytosanitaires, elle est de l'ordre de l'État. C'est l'État qui décide, via ses structures de recherche, d'introduire ou d'accepter. La France a dit on ne peut pas maintenant interdire le glyphosate. Pourquoi? Parce que c'est grâce au glyphosate qu'ils arrivent à réduire l'incidence des mauvaises herbes. Si vous avez 50 hectares de blé, vous allez désherber comment? 50 hectares de blé, vous désherbez comment? Or, le glyphosate est très important parce qu'il détruit tout ça. La mauvaise herbe. La mauvaise herbe. Donc, il vous fait gagner en temps.
Donc, il y a la productivité. Le problème du glyphosate, c'est que il rentre c'est un perturbateur hormonal. C'est-à-dire que quand vous avez le glyphosate, quand vous avez des produits avec le glyphosate, vous avez des dérèglements hormonaux. Vous avez des problèmes de thyroïde. Sur les humains. Oui. Vous avez des problèmes de thyroïde, vous avez des problèmes de croissance. Quelle que soit la quantité que vous utilisez. Mais il faut comprendre que ce sont des dérégulateurs hormonaux. C'est-à-dire que plus ils sont en quantité, plus ça vous impacte négativement. Ouais. Déjà que faiblement, ils ont une action. Ce sont des études qui ont démontré ça. Ce n'est pas... Ce que je vous parle là, c'est ce que j'ai vu à travers les débats en Europe. Et même à travers RFI. On vous dit que ce sont des perturbateurs endocriniens. Ils perturbent le système hormonal. Donc vous allez avoir des adolescents avec une transformation du comportement. Peut-être même que ce que nous avons comme problème aujourd'hui avec les dérèglements au niveau de nos jeunes peuvent s'expliquer à travers ces perturbateurs endocriniens là. Parce qu'on ne comprend pas comment nos enfants, bizarrement, ne nous écoutent plus. Ils sont comme transformés. Mais on ne sait pas ce qu'on leur a donné à travers les cérélacs, les bédilacs là. Ouais. Vous comprenez? Et c'est le problème qui est là. Mais eux, ils ont des universités qui ont suivi le processus des perturbations sur 10, 20, 30 ans. Ouais. Quand la Hollande vous dit arrêtez, c'est qu'ils sont prêts. Mais quand les agriculteurs ne sont pas prêts, qu'est-ce que vous voulez? Pire, quand nous ne savons même pas ce qu'on nous apporte, on va seulement acheter. C'est un problème. Il y a une alternative, et c'est d'ailleurs ce que le gouvernement est en train de mettre en place à travers les zones à haute production. Réduire les superficies. Au lieu d'aller dans les 25, 50, donner peut-être 5 hectares par famille à aménager. Si on vous donne des outils des outils manuels à faible pénibilité, vous n'aurez plus besoin d'utiliser les pesticides. Si on vous donne des techniques de lutte biologique qui sont modernes, si vous faites par exemple la culture de... On n'aura plus besoin de recourir aux produits chimiques. Aujourd'hui, en matière de gestion, on ne parle pas, en matière de lutte, on ne parle plus de lutte chimique. On parle de gestion intégrée. C'est-à-dire que toutes les techniques pour protéger la récolte sont introduites. À savoir, sarcler. Sarcler, c'est une technique de lutte. Pour vous, c'est rien, mais chez moi, c'est une technique de lutte. Désherber, c'est une technique de lutte. Abattre, c'est une technique de lutte parce qu'elle vise à permettre à la lumière d'entrer dans la plantation. Dans le cadre, par exemple, de la production de mangue, vous avez un problème au niveau de la mouche des fruits. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de capter tout ce qu'il y a comme mâle grâce à des pièges à phéromones. C'est-à-dire que le piège à phéromones va tuer tous les mâles. Ce qui fait que les mouches femelles ne pourront plus produire. Parce qu'en réalité, quand vous produisez votre piment, la couleur jaune stimule la mouche et elle émet une phéromone au mâle pour dire, ça y est, le piment est là, on peut venir s'accoupler, il y a un endroit où on peut pondre les enfants. C'est le même cas avec pondre les œufs, pondre les œufs. Donc, et c'est ce qui se passe pendant la période de la mangue. Vous avez plein de mouches. En réalité, c'est la mouche qui est en train de pulluler. Et quand la période part, elle se cache dans ces forêts, dans ces branches-là. Ouais. Donc, il y a des pièges qui peuvent les permettre de les éliminer. Voilà. Donc, c'est ces ensembles de techniques-là qui vont nous permettre de réduire l'incidence et de peut-être abandonner. Auditeurs de Radio Gabon, nous voici arrivés au terme de notre émission. Arnaud Ondo, un bref résumé sur les différentes thématiques du jour, sans oublier de donner la parole à notre invité pour son mot de fin. Nous avons échangé avec notre invité, Monsieur Cédric Pambo Mapika, sur les forêts gabonaises, source de richesse et d'emploi. Nous avons abordé la question sur plusieurs points. Monsieur Mapika, avant de nous séparer, votre mot de fin. Je remercie les plus hautes autorités de la République et notamment le président de la République et le Premier ministre pour avoir mis le ministre bien dit. C'est une innovation que nous sommes en train d'introduire, à savoir informer, sensibiliser, éduquer les populations pour le challenge de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La coopérative Club Gabon Vert est très heureuse d'avoir partagé avec vous. Nous sommes une jeune coopérative qui accompagnons les producteurs. Nous sommes visibles via le compte Club des agriculteurs du Gabon sur Facebook, où nous vous invitons à venir liker. Nous préparons très bientôt pour les producteurs maraîchers un guide qui va s'appeler le guide du succès pour une production de maraîchère réussie au Gabon.
Donc, nous vous remercions encore pour l'opportunité que vous nous avez donnée de parler de cette thématique qu'est l'agriculture. Merci. Armand, rappelez les heures de diffusion de l'émission. Gabon Environnement est diffusé le lundi à partir de 10h05. La rediffusion se fait le même jour à partir de 20h. Gabon Environnement est joignable à partir de ces deux numéros, le 065 36 54 66, 065 36 54 66 ou le 062 40 39 11, soit 062 40 39 11. Ces deux numéros, vous avez des idées, vous êtes un défenseur de la nature, vous avez des idées à faire valoir, vous pouvez nous contacter sur ces deux numéros pour participer à l'émission Gabon Environnement qui s'achève et qui donc a été réalisée par Herman Osunga, grâce à qui vous nous recevez chez vous. Nous vous disons au revoir et à très bientôt pour un nouveau numéro de Gabon Environnement sur Radio Gabon, la référence. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.